Le plus parlant actuellement, c'est de voir que en 30 ans, 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu dans les zones protégées européennes. 30 ans, 75% de disparition de biomasse. Ça, c'est de l'effondrement, oui. Ça, c'est la spirale d'extinction. Alors ça, c'est une donnée qui a été reprise dans tous les journaux anglais, suisses, etc. Et récemment, il y a eu une autre étude. Là, l'autre, c'était des biomasses qui étaient mesurées avec des aspirateurs. Ils aspirent tout, puis ils comptent. Là, c'était fait avec des plaques minéralogiques. Ils ont regardé combien il y avait d'insectes sur les plaques après un certain trajet. Et ils ont constaté qu'entre 2004 et 2021, donc là, c'est plus court, hein, c'est pas 30 ans, hein, c'est 60% des insectes ont disparu en Angleterre. Voilà, donc ça aussi, ça a été repris un peu partout, mais un peu moins quand même. Vous voyez qu'on est dans une situation d'effondrement incroyablement rapide. Il y a eu des problèmes de biodiversité depuis longtemps, mais aujourd'hui, quand on est à 75% de perte en 30 ans, on n'est plus du tout dans une dynamique d'effondrement tranquille. Vous voyez, on est en train d'aller à toute vitesse. Et ça, c'est ça qui m'a interrogé, moi, personnellement. Et quand donc le LibBES donne ce genre de données, hein, vous pourrez trouver ça facilement. Oui, là, je vous avais mis la version anglaise au début, là, je vous mets la version française. Hein. Vous la trouverez sur le web sans difficulté. Il vous donne tous les schémas qu'il faut pour voir quelles sont les espèces qui sont le plus en danger, etc. etc. Je passe. Je voudrais finir sur cette histoire de biodiversité dynamique en vous disant qu'un équilibre dynamique, au fond, on en a une perception très personnelle parce que nous sommes en équilibre dynamique avec l'environnement. Nous mangeons, nous excrétons, nous respirons. C'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Bien sûr, vous ne seriez pas d'accord. Eh bien, comprenez bien que les gens qui vous disent qu'ils vont conserver la nature en la mettant au frigo sont en train de faire exactement ça. Dans le but d'augmenter la production à l'hectare, non pas la production à l'hectare, la production à l'heure de travail. Le but, ça a été de dire il faut qu'il y ait de moins en moins de gens dans les campagnes. Il faut envoyer les campagnards dans les villes parce qu'on a besoin d'ouvriers pas trop chers dans les usines. Donc on va virer les gens des campagnes et pour ça, on va mettre en place une agriculture qui n'emploie plus grand monde. Et pour ça, eh ben, on a homogénéisé totalement les cultures de manière à standardiser la production, de manière à pouvoir mécaniser à fond. Et une fois qu'on a eu fait ça, eh bien, on a continué, hein, on est allé de plus en plus loin dans le domaine. Et évidemment, voilà un rêve d'agronome des années 70 et un cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe quand on cultive des plantes qui sont toutes les mêmes sur des très grandes surfaces? Ben, il se passe deux choses. La première, c'est que si vous voulez vraiment régulariser la production, vous sélectionnez les plantes pour qu'elles soient très productives dans un milieu donné. Et après, vous décidez que ce milieu, ça va être le milieu de tous les champs. Donc, vous allez artificialiser totalement vos champs. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à l'agro dans les années 70, on nous expliquait que le but, c'était que le sol devienne un truc mort, qu'on allait s'occuper que des 5 cm du haut, et là, on mettrait que ce qu'on voulait. Les engrais, les pesticides, tout, et comme ça, on contrôlerait tout. Hein. Voilà. Donc, on va faire un système qui n'a plus grand-chose de vivant. Mais quand vous mettez en place des cultures aussi homogènes que ça, eh bien, ce qui va se passer, nécessairement, c'est qu'il va y avoir besoin de fertilisants pour maintenir la productivité, mais aussi, il va y avoir des attaques de champignons, de bactéries, d'insectes. Et donc, il va falloir traiter. Et ça tombe bien, d'ailleurs, parce qu'on avait une industrie chimique florissante pendant les 2 guerres mondiales. Et du coup, ça a donné plein de débouchés pour ces entreprises chimiques. Après la Première Guerre mondiale, on avait été obligé de fabriquer beaucoup d'azote pour faire des bombes. TNT, le N, il veut dire azote. Hein. Et donc, il fallait savoir comment continuer à produire de l'azote pour la prochaine. Et on s'est dit, on va produire de l'azote et puis on va le vendre aux agriculteurs. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. La chimie de guerre et l'agrochimie sont totalement liées historiquement. Et donc, on va progressivement donc, mettre en place tout un système agrochimique qui va produire, d'ailleurs, on ne sait plus reconnaître une situation de guerre d'une situation d'agriculture. Je vous montre une photo comme ça, vous ne pouvez pas savoir, en fait. Hein. Et puis, voilà, ça, c'est la firme Monsanto dans les années 60, hein, un énorme géant chimique. Hein. Et ça, c'est les avions américains qui répandent l'agent orange de Monsanto sur le Vietnam. Donc là, on n'est plus dans l'agriculture, on est dans la guerre. Mais c'est les mêmes entreprises, les mêmes méthodes, etc. Le résultat, donc, c'est effectivement qu'à l'heure actuelle, ces entreprises ont absolument gagné. Hein, et Monsanto vend son
son Roundup et son soja sur maintenant plus de 20 millions d'hectares en Argentine. L'Amérique du Sud est totalement homogène. Et alors, on va vous raconter que c'est pour nourrir la planète. Alors ça, je voudrais que vous sachiez deux choses. La première, c'est que cette expression a été inventée par une boîte de com anglaise. Les entreprises d'agrochimie avaient demandé aux boîtes de com de trouver un slogan qui justifierait leurs activités. Et c'est la boîte anglaise en question qui a gagné en trouvant ce slogan. Sachez que s'il y a 1 milliard de personnes qui ont pas assez à manger sur Terre et quelques centaines de millions qui meurent vraiment de faim, ça n'est pas parce qu'on ne produit pas assez. Actuellement, la production agricole mondiale est suffisante pour nourrir très correctement tous les humains. Et même plus d'humains, beaucoup plus d'humains que ce qu'il y a actuellement. Donc ce n'est pas du tout un problème de production totale, c'est un problème de distribution. Pourquoi les gens qui meurent de faim? C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Et pourquoi ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger? Parce qu'il y a de très grosses inégalités, comme vous le savez. Vous croyez qu'en faisant une agriculture super chère, super technique comme celle-là, vous allez résoudre le problème de la faim dans le monde? Vous croyez que c'est les pauvres qui vont pouvoir avoir ce genre d'équipement? Évidemment pas. Donc en fait, plus vous faites une agriculture industrielle, plus vous augmentez les inégalités. Et même si vous augmentiez, ce qui n'est pas évident, la production totale, vous ne diminueriez pas la faim dans le monde. Donc il faut arrêter de croire à ces slogans. Et il faut comprendre qu'actuellement, dans le domaine agricole, se déroule une guerre de possession des semences. Les entreprises se battent pour posséder les ressources génétiques. Et le résultat, c'est donc qu'actuellement, on homogénéise à fond les cultures. Chaque entreprise essaye de donner sa plante à elle et de la vendre sur les plus grandes surfaces possibles. Résultat, tout le monde s'effraie de l'érosion génétique des plantes. J'aime pas ce mot érosion. Vous voyez, on y réfléchit. L'érosion, hein, c'est une falaise qui s'érode. Une falaise, c'est un truc stable. La biodiversité, ça ne s'érode pas. C'est une dynamique qui s'effondre. Ce n'est pas la même chose que de l'érosion. Vous voyez, on emploie tout le temps les mauvais mots parce qu'on a les mauvais modèles en tête. Et évidemment, comment est-ce qu'on va sauver la diversité génétique des plantes cultivées? Vous le savez? Non, vous ne savez pas? Mais on les met toutes dans un frigo. Au Svalbard, en Norvège. Voilà, on va mettre la biodiversité au frigo, on va tout sauver. Bon, si ça vous intéresse, on en reparlera, mais je voudrais vous dire que c'est une vaste foutaise, d'autant que ce frigo, ce n'est pas un frigo, hein, c'est juste une mine dans un endroit où il fait très froid, seulement voilà, il fait de moins en moins froid. Et donc, il commence à y avoir de la flotte qui coule dans la mine, enfin bref. Donc en fait, on est en train de fabriquer un immense cimetière de graines. Évidemment, les graines en question, elles seront mortes d'ici peu. C'est juste une banque d'ADN. Devinez à qui ça pourrait servir une banque d'ADN? Bah, ça tombe bien aux boîtes de biotechnologie qui, justement, sont en train de tout homogénéiser. Donc, vous voyez, tout se mord la queue. Bon, il y a des gens qui sont en train de travailler pour faire autrement. Il y a moyen de faire une agriculture qui fabrique de la diversité. L'agriculture de demain devra être capable de reproduire. On a produit de la diversité dans l'agriculture pendant 10 000 ans. Et en 100 ans, on a tout foutu en l'air. Depuis qu'on a industrialisé l'agriculture. Bon, il y a moyen de refabriquer de la diversité, de remettre en œuvre dans les champs ce processus darwinien, mais ça commence à devenir un petit peu pressé. Et le malheur, c'est que ça ne fait pas moderne, vous voyez. Quand on veut faire moderne, il faut faire des biotechnologies. Hein, vous voyez, vous avez des enfants qui deviennent aveugles ou qui meurent parce qu'ils manquent de vitamine A dans les pays du sud-est asiatique. Pourquoi ils manquent de vitamine A? Parce qu'ils mangent que du riz et que le riz ne contient pas de vitamine A. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il y a deux solutions. Il y en a une, c'est simple, c'est de dire, oui, avant, les Asiatiques, ils cultivaient du riz, mais autour, ils mettaient des légumes, et puis ils mettaient des légumes dans le riz. Et évidemment, à ce moment-là, les légumes, ils apportent tout ce qu'il faut comme vitamine A. Mais on leur a expliqué qu'il fallait enlever les légumes parce que comme ça produirait mieux. Donc voilà pourquoi il n'y a plus de vitamine A. Mais c'est pas grave, il y a une autre solution que de remettre des légumes. Remettre des légumes, ça ne fait pas moderne. Si vous voulez faire moderne, vous prenez le gène de vitamine A dans les légumes et vous le foutez dans le riz. Ça s'appelle le riz doré. Hein. Et on vous prétend qu'on va résoudre les problèmes de nutrition des enfants avec ça. C'est pas vrai, c'est pareil, si vous voulez, on en discutera. Mais vous voyez, le modernisme, hein, le progrès, ça nécessite de faire de la technique et pas de faire de l'écologie. Voilà. Et les scientifiques, eh bien, comme je vous l'ai dit, sont très sensibles à cette idée de progrès. Ils sont très facilement recrutés par les marchands de doute. Et c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant, pour finir, pour que vous compreniez que si on ne comprend pas la biodiversité, ne vous inquiétez pas, il y en a pour un moment, hein, mais si on comprend la biodiversité, ce n'est pas seulement parce qu'on est fondamentalement influencé par la genèse, c'est aussi parce qu'on fait exprès de nous embrouiller. Complot.
Voilà. Je vais vous faire du complotisme. Le premier livre qui parle de ces questions, il est publié en 1994 par un professeur de Public Relations. Et c'est intéressant parce que c'est un livre à la gloire des Public Relations. Il montre à quel point les Public Relations sont importants pour les entreprises. Et il cite un exemple extraordinaire. Ça s'est passé le 15 décembre 1953. 15 décembre 1953, à l'hôtel Plaza à New York. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les grands patrons cigarettiers américains rencontrent le patron des Public Relations américains, qui s'appelait John Hill. Et John Hill leur dit, on est en 53, hein, John Hill leur dit, si vous vous contentez de nier les risques pour la santé, ça ne sera pas suffisant pour convaincre le public. Ce qu'il faut, c'est créer une controverse scientifique majeure. L'histoire, elle est simple. En décembre, le 24 décembre 1953, les 7 grands patrons de l'industrie cigarettière américaine se retrouvent à l'hôtel Plaza de New York en compagnie d'un 8e individu qui est John Hill. John Hill, c'est un grand patron des relations publiques américaines, c'est un génie des relations publiques, c'est un lobbyiste patenté. D'ailleurs, son entreprise est toujours florissante, elle existe toujours aujourd'hui. Et il conseille ces 7 grands patrons du tabac parce que, au cours des mois qui précèdent, eh bien, des expériences menées au Sloan Kettering Institute de New York montrent que les goudrons contenus dans les cigarettes eh bien, sont cancérogènes. Donc c'est une expérience très simple, hein. On a déjà vu plein d'images d'archives. Vous prenez les goudrons de la cigarette, vous les dispatchez sur la peau de petits animaux de laboratoire, de rongeurs, et puis vous voyez apparaître des tumeurs. Et c'est la preuve mécanistique qui manque finalement, puisqu'on a déjà des éléments pour associer statistiquement le cancer du poumon et la cigarette. Et donc cet élément mécanistique qui survient devient la pièce manquante du puzzle et est susceptible de porter un très lourd préjudice au business des vendeurs de cigarettes. Évidemment, quand vous vendez un produit et qu'il tue vos clients, vous pouvez être un peu inquiet sur la pérennité de vos affaires. Et donc, ces patrons demandent à John Hill conseil, comment réagir à cette situation, et John Hill leur écrit un mémo d'une dizaine de pages, qui est très simple, et qu'on peut retrouver dans les archives qui sont désormais publiques des documents du tabac. Et John Hill fait véritablement, à mon sens, entrer l'histoire des relations entre la science et la société dans une nouvelle ère, ou en tout cas un nouveau chapitre, puisqu'il leur dit, bien, vous avez en face de vous des scientifiques, vous ne pouvez pas leur dire qu'ils racontent n'importe quoi, parce que les gens y croient, les scientifiques. Et donc, il faut que vous-même, vous vous saisissiez du problème scientifique. Il faut que vous mettiez la science de votre côté. Et comment on fait ça? Eh bien, John Hill leur donne tout un programme d'action, et il leur dit, c'est simple, il faut financer de la recherche. Donc, consécutivement à ce mémo, l'industrie cigarettière américaine va communiquer auprès du public en leur disant, on est au courant qu'il y a un problème avec le cancer du poumon, et on peut vous assurer qu'on va s'en charger. Et ils ouvrent un guichet, un petit peu aujourd'hui comme on peut voir avec les agences de financement, hein, vous connaissez ça mieux que moi, où on remplit des dossiers et puis on demande un financement à une agence. Et là, l'agence s'appelle le CTR, le Council on Tobacco Research, c'est tenu par les industriels du tabac et ça va financer de la recherche. Et évidemment, ça va financer de la recherche, pas de manière à éclairer le public sur les causes réelles et majeures du cancer du poumon, à savoir la cigarette. Ça va utiliser la recherche et donc la science contre la connaissance. Et c'est ça qui est tout à fait paradoxal et qui doit nous interpeller, c'est que c'est pour la première fois un projet construit, stratégique, d'un secteur industriel entier qui est très riche et qui va mettre énormément de moyens là-dedans pour utiliser la science contre la connaissance. Et là où c'est très paradoxal, c'est qu'on va utiliser la science pour produire des connaissances dont l'objectif ne sera pas les connaissances acquises in fine, mais la capacité de ces connaissances à occulter d'autres connaissances. Donc, quel est le but de l'ingénierie sociale sur le tabac? C'est d'arriver à la conclusion que le cancer du poumon a des causes multifactorielles et que pour le traiter, il faut mieux comprendre les causes et donc il faut plus de recherche. Mais le problème, c'est qu'on est tous d'accord avec ça. Vous voyez? Et quand vous dites à des scientifiques, c'est complexe, c'est multifactoriel, les scientifiques disent, ouais, vous avez raison, ce qu'on étudie, c'est vachement compliqué. Hein. Faut qu'on soit vraiment malin. Hein. Donc tout le monde est d'accord. Hein.
Donc, d'une part, quand on dit que c'est multifactoriel, que c'est complexe, tous les scientifiques sont d'accord. Quand on dit qu'il faut plus de recherche, tous les scientifiques sont d'accord. Donc, c'est très facile de faire passer ce message. Alors, la réalité, vous la connaissez, hein, c'est que bien sûr que c'est multifactoriel. Eh, vous avez entendu parler du radon, vous qui êtes à Roscoff, hein, le radon, ce truc qui se dégage du granit et qui vous file le cancer. Qui c'est qui a subventionné les recherches sur le radon? Mais c'est les cigarettiers. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, ce que Oreskes et Conway dans Les Marchands de doute montrent, c'est qu'il y a eu des très grands scientifiques qui ont joué le jeu. Ils ont défendu les gens du tabac à fond. Par exemple, voilà, un prix Nobel, Fred Singer, qui était un grand physicien. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il va se battre contre les effets du tabac. Et puis, une fois que le combat du tabac est perdu dans les premières années du XXIe siècle, il va se reconvertir dans le climato-scepticisme. Parce qu'évidemment, c'est les mêmes. Hein. Pareil pour lui, là, c'était le président de l'Académie des sciences américaines. C'est quand même pas un rigolo. Hein. Ben, paf, voilà, il a défendu le tabac et il a dit que c'était pas vrai qu'il y avait des réchauffements climatiques. Ces marchands de doute, eh bien, ils sont largement employés sur les questions des pesticides. Et alors, les sites web dont je vous ai déjà parlé, là, vous voyez, pesticides, opération désintox, il y a une journaliste spécialisée dans le fait de raconter des gros mensonges qui s'appelle Emmanuel Ducrot, qui va donc vous expliquer que les pesticides ne posent aucun problème. Et puis il y a une autre institution extrêmement toxique qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. Ça sonne, hein? Et ben voilà, ils vont vous expliquer qu'il n'y a aucun problème avec les pesticides non plus. Voilà, il y a pas de, on en a détecté dans le muesli, c'est pas vrai. Le cancer du sein, ça n'a rien à voir, etc., etc. Et il y a des journalistes et un sociologue, donc deux journalistes du Monde, hein, Stéphane Foucard, qui est un espèce d'héros pour moi, parce qu'il fait des enquêtes incroyables sur ces questions. Stéphane Aurel aussi, donc, qui travaille avec lui. Et puis un sociologue, Sylvain Laurens, qui ont publié un livre qui s'appelle Les gardiens de la raison, qui décrit en détail comment ces institutions françaises, les institutions françaises de marchands de doute, donc celles dont je viens de vous parler, en particulier la FIS. La FIS a d'ailleurs réagi à leur travail en disant que c'était un mélange de cherry picking, de témoignages invérifiables, d'affirmations fausses et d'extrapolations hors contexte et d'insinuations. Rien n'est moins faux, tout est étayé, tout est sourcé dans ce qu'il raconte. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand un scientifique ou un journaliste ou autre commence à attaquer ces lobbies, ben la réponse est toujours la même. On va le descendre à fond. En Angleterre, il y a un héros aussi qui s'appelle Dave Goulson, qui est un très grand scientifique qui est spécialisé dans les questions de disparition des insectes et tout. Il a fait un bouquin qui s'appelle Silent Earth. Alors je vous retenez le mot silent, on va y revenir. Ça a été un best-seller, mais sur les sites scientistes, sur les sites ultra-rationnels, ben on va le descendre, hand-picked papers, avec les mêmes arguments que les Français descendent le bouquin de tout à l'heure. Hein, ils utilisent despite criticism. Donc, malgré les critiques d'une science, d'une communauté scientifique plus rationnelle, vous voyez, ça y est, hop, ils ont mis la rationalité, ils sont contents. Eh bien, ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est pas notre technologie qui détruit les insectes, alors que c'est ce que raconte Dave Goulson. Alors, vous voyez, la méthode est toujours la même. Le cancer du poumon est multifactoriel. Pour le traiter, il faut comprendre les causes, et donc il faut plus de recherche. Pendant 40 ou 50 ans, l'industrie du tabac va financer environ 6400 études, c'est l'estimation qui est donnée par Proctor, 6400 études qui vont être publiées dans la littérature savante, toutes destinées d'une manière ou d'une autre à brouiller les pistes, à diluer les risques, ou à diluer plutôt la perception des risques de la cigarette. Par exemple, on a énormément de travaux qui sont financés pour documenter toutes les causes alternatives au cancer du poumon. Donc on a des travaux sur le radon, sur la pollution atmosphérique, sur les prédispositions génétiques et familiales, sur tout un tas de choses qui vous mènent sur une fausse piste. Ça génère des idées. Et là, en l'occurrence, cette focalisation extrême sur les mécanismes intimes de déclenchement ou de caractérisation de ces maladies chroniques imputées au tabac, ça induit quelque part l'idée que l'origine des maladies, elle est à chercher dans notre biologie et que, quelque part, eh bien, si vous êtes malade, c'est un peu aussi de votre faute. Le temps, le hiatus temporel qu'il y a entre le moment où on devrait connaître le fin mot de l'histoire et le moment où les pouvoirs publics prennent une décision, il se passe beaucoup de temps. Souvent, on se demande si voilà, cette opération
plus ou moins conseillée par John Hill en 1953, est-ce qu'elle a eu vraiment un effet sur la connaissance, au sens, est-ce qu'elle a eu un effet sur la communauté des spécialistes du sujet? Non. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, ce n'est pas un épidémiologiste qu'on apprend l'épidémiologie, et les gens qui travaillaient sur le lien entre le cancer du poumon et la cigarette, ils étaient parfaitement au courant qu'il y avait un vrai lien, et ce n'est pas les manœuvres de Philip Morris et consorts qui ont changé ça. Non, en fait, et c'est beaucoup plus subtil et c'est très important, la véritable cible de ces manœuvres, ce n'est pas la communauté des spécialistes, c'est la communauté périphérique, c'est toutes les communautés médicales et scientifiques qui se trouvent dans la périphérie des spécialistes et qui ne connaissent pas le sujet aussi bien et qui sont sensibles à un certain nombre d'arguments. Et un des éléments pour dire qu'en 1953, les manœuvres de John Hill ont eu un effet, c'est que le Surgeon General, donc la plus haute autorité sanitaire fédérale américaine, n'a pris un avis ferme sur le lien entre le cancer du poumon et la cigarette qu'en 1964, donc 10 ans après. Alors on dit 10 ans après, est-ce que c'est très grave? Mais en fait, oui, c'est très grave, parce que si on décale... Alors, en 1964, parce que les gens ne sont pas fous, on leur a dit la cigarette est une cause de cancer, une cause importante de cancer du poumon. Eh bien, à partir de 1964, à partir de cet avis, comme quoi ça sert à quelque chose, hein, le nombre de cigarettes fumées par habitant aux États-Unis a décru de manière tendancielle et n'est jamais revenu à son niveau de 1964. 1964, c'est le pic. Et ensuite, ça a décru. Si cette décrue, vous la décalez de 10 ans, si vous faites l'hypothèse, alors on ne peut pas le prouver, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé en 1953, etc., etc., mais bon, faisons cette hypothèse de travail. Imaginons qu'en 1953 ou 1954, on ait dit aux gens, la cigarette, c'est un facteur de cancer du poumon. Si la décrue avait été identique, si on décale les courbes et qu'on intègre, ça fait plusieurs centaines de milliards de cigarettes en trop qui ont été fumées. Je vous ai dit que la biodiversité s'effondrait depuis 30 ans à une vitesse incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 30 ans ? Est-ce qu'on a inventé l'agriculture industrielle il y a 30 ans? Non, ça faisait belle lurette qu'on avait commencé. Est-ce qu'on a changé complètement les cultures il y a 30 ans? Non. Qu'est-ce qu'on a changé vraiment il y a 30 ans? On a changé les pesticides. Et on a changé la manière dont on les administre. Avant, on les mettait quand il y avait une attaque. Maintenant, on les met à l'avance sur les graines. Toutes les graines de grande culture sont enrobées de pesticides. Et à chaque fois qu'un champ de grande culture est semé, les graines sont bourrées de pesticides. Alors, vous voyez que le but des marchands de doute qui travaillent pour les boîtes en question, c'est de montrer que l'effondrement de la biodiversité a des causes multifactorielles et que pour le traiter, il faut comprendre les causes et donc il faut plus de recherche. Eh bien, je vous garantis que 99% des chercheurs en biologie vont être d'accord avec ça. Et moi aussi, j'étais comme ça. Je me suis fait avoir comme tout le monde. D'ailleurs, et c'est l'intelligence de Stéphane Foucard, ça a été de encore réduire le sujet. L'effondrement des colonies d'abeilles, c'est multifactoriel. Pour le traiter, il faut comprendre les causes et donc il faut plus de recherche. Moi, il y a 10 ans, on m'a posé cette question-là et j'ai répondu ça, j'ai honte. Maintenant, quand on me dit que c'est multifactoriel, j'ai une petite lumière rouge qui s'allume. Qu'est-ce qui intéresse que je croie ça? Alors, les abeilles, donc c'est ce que va traiter Stéphane Foucard dans un autre livre silencieux, et le monde devint silencieux. Pourquoi il y a le mot silence à chaque fois? Parce que tout ça vient d'une héroïne de ces sujets, qui s'appelait Rachel Carson, qui a écrit Silent Spring en 1965, et qui s'est faite évidemment, elle aussi allumée à l'époque. Elle a été traitée de fanatique et de communiste, puisqu'elle avait dit que les pesticides allaient détruire quoi? Allaient détruire les insectes, donc les oiseaux, que le printemps allait devenir silencieux. Voilà. Alors, concernant les abeilles, eh bien, il y a un consensus aujourd'hui, si vous cherchez sur le web, vous trouverez, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que le phénomène est multifactoriel. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quand même une cause qui est plus importante que les autres, c'est le Varroa destructor. Alors, on peut dire qu'il a bien choisi son nom, celui-là. Donc, Varroa destructor, c'est une espèce de petite tique, vous voyez, un acarien qui vient se fixer sur l'abeille, il est là. Et puis non seulement il va lui sucer son hémolymphe, mais en plus il va lui transmettre des maladies, il va l'affaiblir, etc. Donc c'est lui le méchant. Alors les apiculteurs, ils sont obligés de traiter les ruches contre le varroa. Alors ça, c'est pas bien. Bon, il y a d'autres ennemis des ruches. Il y a le frelon asiatique. Alors ça, vous voyez, montrer des photos comme ça, les gens, ils sont là. Oh, les pauvres abeilles et tout. Et donc, si vous regardez les sites officiels,
Et ben, vous voyez, on va vous dire que, ça c'est le site américain de l'Agence européenne d'environnement américaine, eh bien, le premier problème, c'est le varroa. Il y a aussi un virus qui est paralysant. Il y a aussi un parasite intestinal, Nosema. Et puis, il y a les pesticides qui sont utilisés sur les cultures, mais aussi les pesticides qui sont contre le varroa. Donc, c'est la faute des apiculteurs, en fait. Et puis, il y a des mauvaises pratiques de management des apiculteurs. Donc, c'est les apiculteurs qui ne savent pas soigner leurs abeilles. C'est pour ça que les abeilles meurent. Puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bon, on a changé l'habitat. Et puis, en fait, peut-être que maintenant, les cultures, elles sont plus très nutritives pour les abeilles. Et puis, c'est une combinaison de tout ça. Ah bah, dans le genre multifactoriel, hein, on est bien barré. Et donc, effectivement, c'est ça le discours officiel. Seulement, depuis le début, les apiculteurs, ils disent « Mais nous, on voit que nos abeilles, elles crèvent là où on met certains pesticides, les néonicotinoïdes en particulier. Nous, on a bien vu que tant qu'il n'y avait pas de néonicotinoïdes, elles supportaient tout le reste. Mais quand les néonicotinoïdes craquent, elles se mettent à toutes crever. Puis quand elles crèvent, c'est 90, 95%, 100% des ruches qui disparaissent. Hein. Alors, je vous le disais, hein, ce qui est nouveau depuis 30 ans, c'est les graines enrobées. Vous voyez, en haut à droite, c'est du maïs tel que vous le connaissez, mais ce n'est pas ça qu'on sème dans les champs. Ce qu'on sème, c'est ce qu'il y a en bas là. Là, ça, c'est du maïs semé, hein, avec tout ce qu'il faut autour. Ça, c'est du blé tel qu'on le sème. Ça, c'est de la betterave telle qu'on la sème. Tout ça, c'est bourré de pesticides. Et alors, la plante va germer et elle va s'enduire d'un certain nombre de substances, mais les néonicotinoïdes, maintenant, on sait qu'elles s'enduisent de 5% de ce qu'il y a dans l'enrobage. Il y a 95% qui part dans l'environnement. Et ça part loin. On trouve des néonicotinoïdes absolument partout, dans les exploitations bio, dans les zones protégées, etc. Voilà. Mais les marchands de doute sont à l'œuvre. Par exemple, à la fac, une fac anglaise a lancé un programme de recherche pour savoir pourquoi les abeilles s'éteignaient. Il y a le Guardian qui a regardé un petit peu ce qui se passait dans ce programme de recherche. Et c'était génial parce qu'il y avait tous les sujets, sauf un. Devinez lequel? Les pesticides. Ils n'y étaient pas. Et ils ont découvert quoi? Eh bien que Syngenta avait donné 10% du budget du programme de recherche. La fac avait donné les 90% qui restaient. C'est quand même extraordinaire. En mettant juste 10% dans le budget, il faut enlever la ligne qui les embête. Et après, ils sont tranquilles. Voilà, donc je ne vais pas vous en faire des tonnes. Il y a un autre exemple que je trouve génial. Vous allez sur le site de la Société américaine d'entomologie. La Société américaine d'entomologie, ça réunit les Américains qui aiment l'entomologie. Même d'ailleurs pas que les Américains. Hein. C'est des gens qui aiment les insectes. Hein. Et alors sur leur site, qu'est-ce qu'ils disent? Sur la disparition des insectes, là, le plus troublant, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Eux, ils ne savent pas que si leurs insectes crèvent, c'est parce qu'on fout des insecticides partout. C'est drôle, hein? Et alors, ils ne le savent pas, mais ils ont une bonne raison de ne pas le savoir. Vous allez à la fin du site et vous regardez qui finance la Société américaine d'entomologie. Ah, c'est Bayer, Corteva, BASF, Johnson, Syngenta. Voilà. Vous avez des gens qui aiment les insectes, qui travaillent sur eux et qui sont financés par les mecs dont le boulot, c'est de détruire les insectes. Alors ça, c'est un papier que je trouve assez remarquable de Laura Maxime et Jérôme van der Swick, qui a été publié en 2010 et qui a considéré 5 parties prenantes de cette polémique sur l'effet réel des néonicotinoïdes sur les abeilles. Les apiculteurs, l'AFSA, c'est les experts qui étaient chargés de la question au sein de l'autorité sanitaire européenne, française, qui s'appelle aujourd'hui l'ANSES, mais qui est la même administration. Au sein de Bayer, donc le fabricant de l'imidaclopride, hein, ce produit qui était controversé à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui vient d'être d'ailleurs réautorisé un peu partout en Europe, y compris en Suisse. Ils ont demandé également aux chercheurs académiques qui, eux, ont publié sur la question, donc les gens qui produisent de la connaissance sur le sujet, et ils ont demandé aux experts du ministère de l'Agriculture. Et que trouvent-ils? Et alors, ils ont posé la question tout simplement de savoir quel est le poids relatif de différents facteurs dans les déclins d'abeilles qui ont été observés entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000. Alors, est-ce que c'est la génétique des abeilles? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est ce fameux gaucho, donc l'imidaclopride? Est-ce que ce sont des maladies qui surviennent dans les ruchers, des maladies de l'abeille? Ou est-ce que ce sont des pesticides illégaux? Est-ce que c'est le pollen qui ne va pas, qui n'est pas de bonne qualité? Ou est-ce que c'est la souche des tournesols qui est en cause? Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que, vous voyez ici, les apiculteurs, ils attribuent à 80% leurs problèmes au gaucho. Et les scientifiques, pas loin, un peu plus de 70%. Et là où c'est très perturbant, c'est que vous voyez que l'AFSA, donc ici, et Bayer, eux, ils attribuent 5%. Et ils sont parfaitement d'accord.
Et vous voyez que les maladies ici sont estimées à environ plus de 50% du problème pour les experts de Bayer et à un tout petit peu moins de 50% pour les experts de l'AFSA. Donc vous avez une homologie d'opinion entre les experts de l'agence sanitaire qui est censée réguler Bayer et les experts de Bayer. Dans un monde idéal, on se dit, si on voulait fonder une décision réglementaire sur la connaissance, eh bien, il faudrait se fier aux gens qui fabriquent la connaissance. Donc il faudrait se fier aux chercheurs du monde académique qui publient activement sur le sujet. Et on voit que tout l'argumentaire qui a été déployé par Bayer, il a eu un impact sur cet argumentaire qui relève de la même fabrique du doute que ce que je viens de vous décrire pour le tabac. Hein. Causalité alternative, c'est autre chose, il faut faire attention, il faut être prudent, etc. etc. Et bien, cet argumentaire, il a eu un effet sur la réglementation, puisque les experts de l'AFSA eux-mêmes étaient à peu près convaincus que le principal problème, c'était les maladies de l'abeille et pas le pesticide en question. Alors, on voit que sur ce sujet, qui est un sujet toujours d'actualité, hein, puisque, encore une fois, il y a plusieurs décisions qui ont été prises récemment pour réautoriser ce produit en Europe et les produits de cette famille. Il y a une question plus profonde et qui fait écho au mémo de 1953 de John Hill, qui est savoir qu'est-ce qu'on cherche. Et là, c'est très perturbant parce qu'en 1953, c'était une stratégie d'entreprise qui était plus ou moins occulte. On voulait publier de la recherche qui allait dans un sens et pas dans l'autre. Là, je ne sais pas si on n'a pas accès aux documents internes de l'industrie agrochimique, ni de Bayer, ni de Syngenta, etc., mais on a accès à de la bibliométrie. Et alors ça, je ne peux pas vous donner de référence parce que ce n'est pas encore publié, ça le sera bientôt. Si vous entrez dans une base de données de la littérature et vous regardez, si vous entrez, vous cherchez tous les articles qui ont été publiés avec, dans l'abstract, le nom des principaux pathogènes naturels, varroa, le Zémacéranée, les virus, etc., et l'abeille domestique, vous obtenez cette courbe bleue. Et donc vous voyez que ça monte très fort à partir du début des années 90. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés. Si vous faites le même exercice avec abeille domestique dans l'abstract, mais que vous mettez pesticides, néonicotinoïdes, vous mettez tous les noms des produits qui sont controversés et qui arrivent sur le marché à cette époque-là, vous obtenez cette courbe verte. Et donc vous voyez que ce qui était de l'ordre de la stratégie d'entreprise en 1953 est devenu quelque part une norme, parce que moi je ne peux pas imaginer que toute la recherche sur le sujet soit le fait des industriels de l'agrochimie. On a quelques éléments, des éléments de preuve que dans certains pays, par exemple, le financement des travaux de recherche est décidé dans des comités paritaires où siègent des scientifiques du monde académique et des experts ou des scientifiques de sociétés agrochimiques ou autres, et que finalement, il peut y avoir une influence sur le type de travaux qui vont être publiés, qui vont être financés plutôt que d'autres. Mais ça ouvre une question quand même assez perturbante, qui est de savoir si le financement de la recherche publique, finalement, n'est pas aujourd'hui aussi biaisé que le souhaitaient les stratèges de l'industrie du tabac dans les années 50. Est-ce qu'on n'a pas quelque part cédé à ce même genre de biais que ce qui était désiré par John Hill et les industriels du tabac? C'est comme ça que ça marche. Hein. Et évidemment, nos dirigeants qui n'ont pas de force intérieure ont décidé de sacrifier les abeilles. Voilà, donc retenez bien ça. Hein. Les producteurs eux-mêmes nous ont dit que leurs produits tuaient les insectes, tuaient les abeilles. Mais je voudrais que vous compreniez bien une chose, c'est que quand on vous dit ça, vous devez comprendre que les abeilles, c'est quand même des sentinelles de ce point de vue-là. N'importe quel biologiste connaît ce genre de petits dessins. C'est la filiation d'une des branches du vivant, celle qui conduit aux plantes, aux champignons et aux animaux. Si vous avez un produit qui est fait pour tuer les plantes, mais qui tue les abeilles, ben c'est clair qu'il tue tout ça. Et puis sûrement ça aussi d'ailleurs, donc qui tue tout le monde. Dire que 80%
des produits tuent les abeilles, c'est dire qu'en gros, 80% des produits tuent tout le monde. Ça, c'est une publi qui date de 2019, que je montre toujours parce qu'elle est, elle est sidérante. Alors, l'histoire, c'est qu'en 1993, dans une grande préfecture du sud-ouest du Japon, la préfecture de Shimane, une préfecture qui fait 6700 km², en mai 1993, on utilise pour la première fois de l'imidaclopride, ce fameux néonicotinoïde. Et on l'utilise donc dans les rizières de cette région. Et ces rizières, elles sont connectées par le réseau hydrographique local à un grand lac, le lac Shinji, qui est une grande pêcherie lacustre qui fournit plusieurs centaines de tonnes de deux espèces commerciales et d'autres, d'ailleurs. Le wakasagi, donc c'est une sorte d'éperlan local, et puis l'anguille japonaise. Et c'est une pêcherie qui est stable, qui est bien gérée, qui fournit plusieurs centaines de tonnes de poissons par an. En mai 1993, l'imidaclopride est introduit et en l'espace de quelques mois, toute la pêcherie s'effondre radicalement. Alors, peut-être que c'est uniquement corrélatif et qu'il n'y a pas de causalité. Alors, les chercheurs japonais ont réanalysé tous les prélèvements d'eau qui étaient conservés au cours du temps depuis les années 80, les prélèvements d'eau dans le lac, et ont mesuré l'abondance du zooplancton qui sert de nourriture donc à ces poissons. Et on voit en mai 1993 que, en l'espace de quelques semaines, c'est quelque chose d'absolument fulgurant, il n'y a plus de zooplancton, ça disparaît quasiment complètement. Et la conséquence est ici, c'est un effondrement radical et massif des prises de pêche. Pour compléter la démonstration, alors là je ne vous l'ai pas montré parce que ce n'était pas utile, mais pour compléter la démonstration, les chercheurs japonais ont regardé aussi les prises de pêche d'une espèce qui ne se nourrit pas du zooplancton et qui n'a absolument pas été affectée par l'utilisation de cette imidaclopride. Et donc vous voyez qu'un produit, alors dernière chose, si c'est très important, en mai 1993, quand ce produit est utilisé pour la première fois sur le riz, il est utilisé à des doses absolument infimes. Et c'est, selon les données qui sont données par qui sont colligées par les chercheurs, c'est à peu près une centaine de kilos d'imidaclopride. Donc presque rien. Donc 100 kilos d'imidaclopride, on peut estimer qu'il y a une petite fraction de ce 100 kilos qui finit dans le lac Shinji. Le lac Shinji fait 80 km². C'est un très grand lac. Un très grand lac d'eau saumâtre qui est connecté à la mer. Enfin bref, donc, moins de 100 kilos d'imidaclopride en une seule fois sur un territoire de 6700 km² est capable de produire ce genre d'effet. En décembre 2021, l'EFSA a revu son évaluation et a refait une analyse à partir cette fois de la littérature scientifique et pas des études réglementaires qui lui étaient fournies par les industriels. Et cette fois, elle parvient à un chiffre de... Alors, il est uniquement proposé, il a été mis en consultation publique selon la réglementation, mais ça devrait tomber bientôt. Et ce qu'elle propose, c'est 0,04 nanogrammes par kilo/kg par jour. Donc en fait, c'est une division du facteur de la DJT, une division par un facteur 1 250 000. Donc, alors vous, je sais pas comment vous vivez ça, mais c'est quelle science, en l'espace de quelques années, perd 6 ordres de grandeur sur une estimation qui est majeure pour la santé publique. Bon, c'est la science réglementaire, et donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas la science académique, ce n'est pas aussi solide du tout. Quand vous avez le GIEC qui vous dit il y a un consensus scientifique sur le fait que le climat change et que les activités humaines en sont la cause première, eh bien, c'est un consensus scientifique que vous ne pouvez qu'accepter. C'est une revue, finalement, une revue critique de la littérature qui est faite de manière collégiale, ouverte, avec un système de commentaires, etc., à partir d'articles que tout le monde peut lire, que tout le monde peut critiquer, etc. Donc c'est de la science, finalement, normale, c'est de la science académique normale. Quand vous avez un produit comme un pesticide qui est autorisé sur le marché, il ne se passe pas du tout ce type de processus. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent inconnu, y compris des scientifiques qui travaillent dans des domaines connexes. Ce n'est pas un consensus scientifique, il n'y a pas de décision collégiale, etc. Une décision, une expertise réglementaire, une expertise des risques réglementaires, c'est, comme son nom l'indique, un exercice réglementaire. Donc c'est un exercice qui applique un règlement, donc la loi. Et la loi, ce n'est pas la science. La loi, ce n'est pas un processus exploratoire qui va essayer de démontrer que tel phénomène, il peut être expliqué par telle expérience, sur tel animal modèle, etc., etc. Et bien souvent, même la plupart du temps, ces expertises réglementaires, elles ignorent
l'essentiel de la littérature scientifique. C'est quelque chose qui est très contre-intuitif, mais qui est une réalité. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, quand vous voulez mettre un pesticide sur le marché, il va devoir passer par ce fameux processus réglementaire d'expertise. Eh bien, toutes les expériences qui ont été publiées sur ce pesticide et qui portent sur, par exemple, des animaux modèles qui ne sont pas des mammifères, ne seront pas prises en compte. Donc aujourd'hui, tous les gens qui font des travaux sur des modèles animaux savent que tout le monde travaille sur le poisson zèbre, parce que c'est très pratique, parce que ça grandit vite, parce que c'est transparent, on peut regarder à travers, on peut faire plein de manips qu'on ne fait pas avec les rongeurs. Donc tout le monde travaille. Sauf que ça ne sert à rien du point de vue réglementaire. Ça n'est pas pris en compte. Et voilà, ces gens-là répondent à un certain nombre de questions. Et là, c'était des questions sur le changement climatique. C'était juste après la grande vague de climato-scepticisme du début des années 2010, où on avait énormément de discours climato-sceptiques dans les médias grand public. Et là, vous avez une énorme anomalie, quelque chose d'incroyable, qui montre d'ailleurs que Naomi Oreskes et Eric Conway, quand ils disent que ce qui fait la force professionnelle des scientifiques fait aussi, d'une certaine manière, leur vulnérabilité à un certain type de discours, eh bien, vous voyez que les sceptiques, ici, eh bien, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que si vous êtes scientifique, en 2015, en France, eh bien, la probabilité que vous soyez climato-sceptique, elle est 2 fois au-dessus, quasiment, que si vous avez entre un CAP et un BEP. Vous n'êtes pas bachelier. Et quand on voit ce genre de choses qui est vraiment très très contre-intuitive et très surprenante, eh bien on se dit qu'en réalité, on a beaucoup de réflexions collectives sur le fait qu'il faudrait que les gens, que l'opinion, que les gens soient mieux formés, qu'ils aient une culture scientifique solide pour pouvoir résister à toutes ces fake news sur les vaccins, sur les etc. Mais en fait, ce n'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça, et en fait, il est probable que pour renforcer la confiance des citoyens, il ne soit pas forcément nécessaire qu'ils soient tous très savants scientifiquement, mais simplement, il serait probablement beaucoup plus utile de créer les conditions de la confiance pour qu'ils arrêtent de douter en permanence. Mais là, vous voyez que le climato-scepticisme, eh bien, il était plus répandu chez les scientifiques que chez ceux qui n'avaient pas de formation scientifique.